Bonjour à toutes et à tous. Je voulais continuer un petit peu mon propos sur l'allaitement long parce qu'une personne sur ma page Facebook a souligné qu'elle préférait le terme allaitement non écourté. Et je suis assez d'accord avec ça. On peut aussi parler de sevrage naturel. Quand on laisse un enfant aller jusqu'au bout de la relation d'allaitement, il va arrêter très progressivement de téter, avec des périodes de régression en fonction des circonstances de sa vie. Quand il est malade, quand les enfants sont malades, ils ont tendance à téter plus. C'est même relativement pratique en cas par exemple, de gastro-entérite. Ils peuvent téter, ils peuvent toujours téter. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester en fonction de l'état de notre enfant, des expériences qu'il mène, des frustrations, du niveau de frustration qu'il rencontre, de son besoin de réassurance, de réconfort, donc et de son besoin alimentaire. Moi, j'ai eu quand même des doutes aux 6 ans. Je sais plus si c'était aux 6 ans. J'ai demandé à ma dernière fille s'il y avait encore du lait, parce que j'en doutais un petit peu quand même, et je lui ai demandé, mais il y a encore du lait? Et elle m'a répondu, mais oui, maman. Bon, voilà, il y avait encore du lait, et elle en a encore profité quelque temps, même si elle mangeait, comme, à 6 ans, bien entendu, elle mangeait. S'il y a 2 ans, elle mangeait très très peu. À 6 ans, elle mangeait, et elle mangeait à peu près tout ce qui se présentait à elle. La relation d'allaitement pour autant se poursuivait, et s'est poursuivie encore. Donc, ça nous dit quoi finalement, ce genre de choses, ce style d'expérience? Ça nous dit que quand un enfant n'a plus besoin de quelque chose, il arrête d'en user. C'est typiquement pour l'allaitement, la relation s'effiloche, elle s'effiloche, et puis même elle s'effiloche à un rythme tellement lent qu'on a presque tendance, quand on a vécu le sevrage naturel, à plus vraiment savoir à quel moment notre enfant a tété la dernière fois, et puis est-ce qu'il va à nouveau prendre le sein ou pas. Ça se fait de façon très lente parfois, et très progressive. Parfois c'est abrupt. Je sais que des parents disent que leur enfant a cessé de téter très spontanément à ses 3 ans. Après, il y a les circonstances de vie, la scolarisation qui change quand même pas mal les choses. Mais je sais que même j'ai allaité un enfant qui a été scolarisé jusqu'à ses 7 ans. Elle a commencé à aller à l'école à 4 ans, et c'était encore une demande de téter à l'issue de la journée d'école. Je m'asseyais sur le trottoir en face de l'école, et ma fille venait téter, et tous les parents de l'école de cette époque s'en souviennent encore. Je m'en suis rendu compte il y a seulement quelques années, quand j'ai rencontré une mère qui avait son enfant scolarisé au même endroit, et qui m'avait dit « Ah oui, on se souvient que ça nous faisait sourire quand tu allaitais ta fille à la sortie de l'école. » Donc voilà, un enfant, quand il n'a plus besoin d'une pratique, on pourrait citer le cododo aussi, dans ses pratiques de maternage proximal. Un enfant dort avec nous pour se rassurer. Quand il n'a plus besoin d'être rassuré, il ne va plus dormir avec nous. Et si à un moment de sa vie, il rencontre une circonstance qui fait qu'il a à nouveau besoin de cette sécurité, peut-être qu'il va revenir dormir avec nous. Et peut-être aussi que on pourrait éviter de se poser la question, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais je commence à en avoir ras-le-bol. Mais à quel moment il va dormir seul? À quel moment il va arrêter de téter? Et je trouve que se poser ces questions, c'est complexe, parce que ça nous enlève l'idée que c'est un passage normal en définitive. Et quand on le considère comme faisant partie des étapes normales de la vie d'un bébé, plutôt que de considérer qu'il est normal de s'en séparer, qu'il dorme seul dans son lit, alors que 80% des familles du globe dorment ensemble, toutes ces choses-là font que on finit par considérer que ça n'est pas normal. Et comme on est très inquiet à l'idée de la normalité dans notre famille, et d'être un bon parent qui fait ce qu'il faut pour son enfant, c'est complexe, parce que on va rapidement se dire oui, mais chez le voisin, le bébé dort seul, je ne vois pas pourquoi mon bébé ne dormirait pas seul, etc., etc.
Chaque famille a ses attentes et ses ressources et ses seuils de tolérance différents. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous ne voulez pas dormir avec votre bébé, il y a quand même 1000 moyens de faire en sorte qu'il ait de la sécurité et vous, votre nuit à peu près tranquille. En même temps, on sait que les enfants se réveillent la nuit pendant un an, 2 ans, 3 ans. Là encore, comme l'allaitement, tout ça se met en route très progressivement et finalement le rythme jour-nuit va être intégré de manière assez lente chez un enfant. En tout cas, ça ne correspond pas forcément à nos besoins et on va faire un effort pour s'adapter au chaos des premières années. Quand on ne veut pas dormir avec son enfant et qu'on a en tête ce principe qui dit que finalement la proximité des parents, ça met l'enfant en sécurité, et que le fait d'avoir peur la nuit, ça empêche complètement de s'endormir. Je ne connais personne qui s'endorme avec une sensation de peur, adulte comme enfant. Donc, on va essayer de faire en sorte que notre enfant entre dans le sommeil avec la sécurité de notre présence, éventuellement d'un rituel, tous les soirs le même ou pas le même, mais enfin un moment où on est présent et où on considère le besoin de notre enfant en se disant finalement, j'essaie de combler ses besoins de sécurité pour qu'il s'endorme au mieux et moi de mon côté, je peux dormir seule, je veux pas dormir avec mon bébé, même si c'est beaucoup plus simple. Enfin, à mes yeux, c'est infiniment plus facile de dormir avec un enfant que de mettre en place des systèmes et des stratégies pour combler ses besoins parce qu'on ne peut pas combler ce besoin de proximité. Pourquoi ? Parce que finalement le soir on peut être ensemble, le bébé peut s'endormir sur un canapé, on l'emmène dans notre lit, on le met en sidecar, progressivement on met un matelas par terre. Enfin bref, il y a beaucoup de systèmes qui existent, mais je crois que c'est très important de prendre en compte qu'on ne veut surtout pas le faire et de trouver des systèmes qui vont faire en sorte que les besoins du bébé soient comblés. C'est un petit peu pareil avec l'allaitement et c'est pareil un peu avec toutes les pratiques dont les bébés ont besoin pour se développer, puisque les bébés, ce dont ils ont besoin, c'est de s'attacher à une personne et à d'autres, mais il y a quand même des rangs de priorité. La figure d'attachement principale, souvent, c'est quand même la mère. La figure d'attachement secondaire, c'est souvent la deuxième mère, le père, le deuxième père. Voilà, donc on sait ça. On sait que nos enfants se développent d'autant mieux, apprennent d'autant mieux, explorent d'autant plus, qu'ils ont leurs besoins de sécurité comblés. Et le fait de le savoir change absolument toutes nos perspectives. Je crois qu'on a vécu longtemps avec la perspective du parent potier qui consistait à dire il faut lui donner des bonnes habitudes, le modeler, l'enfant c'est un bloc d'argile à la naissance et on va le modeler selon nos critères et nos désirs et nos attentes. En réalité, l'enfant c'est comme un petit peu la graine d'un arbre, il va se développer. Quand on va l'arroser, on va arroser la plante, on va l'entourer de soins. Et cette plante va se développer et elle va grandir et elle va pousser. Et on n'a pas besoin de lui mettre un tuteur. On a juste besoin d'être là avec notre bonne volonté et essayer de trouver des systèmes qui vont faire en sorte que notre enfant va se développer, alors que parfois on a énormément de mal à considérer ses besoins et à les prendre en compte et à les combler. Pourquoi ? Parce que très souvent, nous, en tant que bébés, nous n'avons pas eu nos besoins comblés de la même manière. Donc c'est une affaire qui est quand même assez complexe, mais cette histoire des bonnes habitudes et de devoir apprendre à un enfant à manger, à dormir, à je ne sais quoi encore, je crois que c'est un énorme malentendu. Un enfant va tout seul, non pas tout seul, au sein d'une famille aimante qui l'accompagne, finalement, à partir du moment où où il va savoir que ses besoins sont comblés, que ses parents l'écoutent, qu'il a de la valeur,
etc., etc. Il va exprimer ses besoins à un moment clé et arrêter d'exprimer certains besoins parce qu'il grandira et peut-être revenir à une demande qu'on appelle régression. Un moment où il aura peut-être à 8 ans, il sait s'habiller, mais il veut à nouveau être habillé. S'il veut être habillé, c'est qu'il a besoin de contact physique. Si on a confiance dans sa demande, cette étape ne sera qu'une étape. Un enfant ne va pas réclamer à son parent d'être habillé par lui jusqu'à ses 18 ans. Vous savez très bien que c'est absolument complètement faux. Donc, je crois que la parentalité bienveillante, entre guillemets, elle vise à ça, à comprendre que les enfants ont des besoins, qu'ils les expriment toujours pour une excellente raison. Quand il y a des régressions, c'est que les contextes deviennent insécurisants pour des raisons qui parfois nous échappent. Et pour autant, si notre enfant redemande à dormir avec nous, c'est qu'il se sent en insécurité, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et je crois que nous pourrions nous dire, voilà, il exprime quelque chose, je vais trouver un moyen pour répondre qui va nous satisfaire, qui va satisfaire l'ensemble de la famille, même si parfois c'est extrêmement difficile de trouver des stratégies pour combler des besoins de bébé, alors qu'on sait très bien que c'est très compliqué à mettre en place. Donc voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser piéger par les histoires de bonnes habitudes ou d'apprendre à un enfant à combler ses propres besoins ou d'apprendre ou de le régulariser ou de se substituer à ses sensations corporelles. Ça a des conséquences, je trouve. Et on en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais j'ai envie de finir là-dessus. Essayez d'avoir confiance dans ce que votre enfant exprime et de chercher auprès d'autres parents qui ont la même expérience que vous, qui ont traversé déjà ces aventures-là, des solutions, des stratégies, des idées et surtout de l'énergie. Des moyens de gagner de l'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'accompagner un bébé, un bambin. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.